On se retrouve pour la deuxième partie de ce mind map sur les 7 barrières que je rencontre le plus souvent chez les managers et les chefs d'entreprise et les 32 clés que je te propose pour les résoudre. Je te rappelle le principe, je te parle de la barrière, ensuite je te donne les clés pour que tu aies les déclics intellectuels et je te donne des outils que j'ai créés justement pour résoudre le sujet, des outils pragmatiques comme on sait faire chez Outils du Manager. On ne se contente pas de blabla et de te donner un modèle mental, on te dit concrètement comment faire pour mettre en place ce modèle mental. Et en fait, on a un cercle vertueux entre l'action que tu as sur le terrain. Moi, j'adore les démarches bottom-up, c'est-à-dire que je change les choses dans mon quotidien et sur le terrain très concrètement, et ça va alimenter mon modèle mental, ça va me rendre meilleur pour résoudre justement les barrières qui se posent à moi. Donc on avait identifié 7 barrières, je te rappelle les 7 barrières, je manque de temps, impossible de déléguer, ils sont nuls, je ne sais pas communiquer, tout est flou, j'ai plein de problèmes et je suis dans une prison. Dans le dernier épisode que je t'invite à écouter, je t'ai décrit les 3 premières barrières et je t'ai donné 14 clés. On est à peu près donc au milieu, puisqu'il y a 32 clés au total. La barrière suivante, c'est « je ne sais pas communiquer ». Alors ça, c'est vraiment un truc que j'entends souvent, c'est « non mais moi, je suis pas doué en communication ». Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est qu'en fait, soit la personne pense que la communication, c'est quelque chose qui est inné ou culturel, et que du coup, elle sera toujours mauvaise en communication, sauf qu'on va voir que la communication, c'est quelque chose qui s'apprend comme le reste. Et le deuxième truc, en général, que je dois faire tomber, c'est le fait qu'on puisse réussir juste en ayant raison et en travaillant beaucoup, et que la communication, en fait, c'est pour ceux, justement, qui savent pas travailler ou qui ont jamais raison. Donc, on va commencer à regarder ces clés. Hop, je vais les mettre là. Moi, j'ai pas besoin d'être aussi grand. Voilà. Donc, barrière numéro 4, je ne sais pas communiquer. Première clé, personne ne réussit sans savoir communiquer. Ça, faut vraiment te l'ancrer. Les gens, ils vont pas, les gens vont pas suivre quelqu'un qui a raison ou qui arrive à leur donner des arguments rationnels. Les gens en général vont suivre quelqu'un qui les passionne ou ils vont suivre quelqu'un qui leur propose un intérêt pour eux. Et la communication, finalement, c'est ça. C'est de réussir à emmener les gens parce qu'on sait leur prouver que ce sera mieux pour eux. Et quand on leur prouve ça, on parle plutôt au cœur qu'à la tête. Donc, si tu es déjà quelqu'un qui a raison, qui travaille beaucoup et qui est un super professionnel, c'est génial, mais c'est pas ça qui te permettra de réussir. On a fait une formation qui s'appelle PPEC, prise de parole efficace et captivante. Et dans cette formation, on apprend à créer des présentations captivantes, en fait, finalement. C'est-à-dire que on arrête avec les présentations PowerPoint pénibles avec des chiffres et où tout le monde s'endort, en fait, celles que tu connais peut-être, ou celles même que tu pratiques, et on les transforme dans quelque chose de beaucoup plus motivant, beaucoup plus excitant, etc. Actuellement, en tout cas si tu es dans la semaine de diffusion de ce podcast, toutes les formations du catalogue sont accessibles avec une remise qu'on fait jamais habituellement. Pour y accéder, si ça t'intéresse, par exemple cette formation PPEC ou toutes les formations que je vais citer au cours de ce podcast, eh bien, il faut que tu suives le lien qui est en descriptif. Comme ça, tu vas accéder au code qui va te permettre et au catalogue qui va te permettre de passer commande. Et tu vas recevoir aussi un résumé à travers plusieurs mails de tout ce que je dis dans le podcast pour pouvoir le garder pour toi. Donc, clé numéro 15, personne ne réussit sans savoir communiquer. Moi, c'est un truc que j'ai découvert. Parce que moi, au début, je pensais que non, il suffit d'être bon et puis on va réussir. Non, il faut être bon, mais il faut aussi être bon en communication. La clé numéro 16, c'est que pour bien communiquer, en fait, faut pas essayer d'agir sur les pensées des gens. Il faut essayer d'agir sur leur comportement. En fait, je pars du principe qu'on n'est pas psy.
Et que, en fait, quand on voit une personne, finalement, on n'a accès qu'à la couche extérieure de cette personne. Et moi, j'aime bien représenter une personne en différentes couches. C'est-à-dire qu'il y a un noyau qui est ses pensées les plus profondes, peut-être des trucs dont elle-même n'a pas conscience. Puis il y a une couche extérieure qui sont ses pensées secrètes qu'elle n'a pas envie de partager. Et puis il y a encore une couche qui sont ses pensées qu'elle veut bien partager, etc. Et puis après, il y a vraiment comme la croûte terrestre, qui est vraiment celle à laquelle on a accès quand on voit la personne, qui est son comportement. Et puisque t'es pas un psy, puisqu'on est dans un contexte d'entreprise, franchement, le plus simple, c'est d'agir sur les comportements. Et donc, je reviens à quelque chose que j'ai dit dans les précédentes barrières, c'est sur le feedback. Le manager essentiel, donc c'est notre formation majeure sur le management, il y a vraiment un chapitre qui est important, c'est le feedback. Et donc, dans le chapitre, on explique que on t'a peut-être laissé penser que pour bien manager, il fallait changer les pensées des gens, puis comme ça, ils allaient agir comme tu le voulais. Et ça, c'est un leurre, ça marche pas. Même un psychiatre, même avec toutes ces années d'études, et même avec le consentement de son client, il n'arrive pas toujours à agir sur le comportement en agissant sur les pensées. Donc, nous, en management, on va vraiment agir sur les comportements, et on va utiliser une méthode qui fonctionne, et qui va éviter de déclencher un conflit quand on essaye de changer le comportement d'un collaborateur. Et pour ça, on va céder de notre pouvoir d'influence et évidemment un petit peu de notre pouvoir hiérarchique aussi. L'autre formation pour moi qui est absolument incontournable si tu veux t'améliorer en communication mais quotidienne, c'est la formation influence mode d'emploi. C'est pas ce titre-là, j'ai mis l'ancien titre, mais c'est pas grave. En fait, dans cette formation, on va apprendre déjà à comprendre notre style de communication et de comportement personnel en faisant notre analyse DISC. Donc DISC, ça veut dire dominant, influent, stable, consciencieux. Ça, c'est, je dirais, la version très simpliste du modèle. On va voir que c'est un petit peu plus subtil dans la formation. Et en fait, ce qu'elle va te permettre, cette formation, c'est de très très vite identifier chez ton collaborateur à quel profil il appartient, sans avoir besoin de lui faire passer le test. Et surtout, et c'est ça le plus important, comment t'adapter à lui pour être plus convaincant, pour mieux l'influencer dans différentes circonstances de ton management, en réunion, en 1 à 1 avec lui, en face-to-face, en one-to-one, quand tu veux lui déléguer un truc, quand tu dois lui faire un feedback, justement, etc. Donc en fait, ici, tu as vraiment, dans LME, vraiment la structure du management à mettre en place avec tes collaborateurs. Et ici, dans DISC, tu as à l'intérieur de cette structure comment tu fais pour mieux les influencer. D'ailleurs, on parle même de délégation aussi. On dit, un profil I, par exemple influent, faut faire attention à ceci, cela et cela quand on lui délègue quelque chose, parce qu'il va plutôt avoir ce genre de comportement. Donc vraiment, la clé ici, c'est d'agir sur les comportements et pas sur les pensées. La clé numéro 17, c'est le charisme n'est pas magique, il s'apprend. Alors ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est charismatique ou on ne l'est pas. Et moi, d'ailleurs, ça m'énerve parce que je l'ai cru très longtemps, jusqu'à ce que je commence à me former au charisme et que je me rende compte que c'est pas du tout magique et qu'il y a des trucs à comprendre avec le charisme. Le premier truc à comprendre, c'est qu'on a tous un style charismatique de base. C'est-à-dire que moi, je vais avoir un type de charisme dans lequel je vais être plus à l'aise et qui va mieux fonctionner, qui va être plus naturel pour moi. Il faut juste que je repère ce type de charisme et que je l'utilise de mieux en mieux par rapport à mes objectifs. C'est la première chose. On a un charisme de base et on l'a tous. Il n'y a pas des gens qui ont du charisme et d'autres qui l'ont pas. Il y a surtout des gens qui ont conscience de leur charisme et qui l'ont développé. Première chose. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est jamais charismatique tout le temps. D'ailleurs, il y a plein de divorces, je pense, de stars qui sont dus à ça. On voit le mec sur l'écran, on se dit « ouais, il est génial, etc. » Puis après, quand on vit avec lui ou avec elle, on se dit « ah non, en fait, il n'est pas tout le temps comme ça. » Ben non, on n'est pas tout le temps charismatique. Donc il faut se dire, on peut être charismatique à certains moments et pas tout le temps. Il faut être charismatique au bon moment. Et puis la troisième chose, c'est que on peut adopter les styles charismatiques des autres une fois qu'on comprend le nôtre. Et plus on va réussir à performer dans des styles charismatiques, plus on va devenir charismatique. Les gens vraiment considérés comme très charismatiques, c'est justement ceux-là. C'est ceux qui arrivent à être sur plusieurs plans charismatiques en même temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine sorte
forme de charisme qui va plaire à certains et pas à d'autres. Par exemple, je vais prendre un exemple extrême, Trump. Trump, il a du charisme, il a une forme charismatique. Peut-être que tu la détestes, peut-être que tu l'apprécies, peut-être que tu sais pas trop. Mais voilà, on a tous son style. Donc, dans la formation charisme efficace, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment te permettre de comprendre ton style charismatique naturel, de l'utiliser, c'est-à-dire de commencer à faire des petites expériences avec ton propre style, et du coup, c'est des expériences qui vont réussir parce que c'est ton propre style. Donc, tu vas apprendre à créer des moments charismatiques avec ton propre style, et puis petit à petit, dans la formation, on va essayer d'aller sur un autre style charismatique, sans pour autant avoir l'air débile, c'est-à-dire de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre, etc. Et petit à petit, on va augmenter ton charisme. Et je peux te dire qu'en management et en direction d'entreprise, avoir un peu de charisme, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne crois pas qu'on puisse réussir sans. Mais encore une fois, être charismatique, c'est pas être forcément Donald Trump. Il y a plein de styles qui sont peut-être plus adaptés d'ailleurs dans notre pays. Et puis, bon, clairement, clé numéro 18, les gens ont un mode d'emploi. Alors ça, je le réserve spécialement aux gens qui sont plutôt ingénieurs. Parce que souvent, chez les ingénieurs, ou aussi chez les artistes d'ailleurs, on dit, bah non, en fait, la communication, c'est tout, c'est vraiment un truc que tu as en toi, et puis on a tous notre style, etc., etc. Et je dis, c'est pas vrai, non, les gens, ils ont vraiment un mode d'emploi, et quand je commence à discuter avec un ingénieur et de lui montrer en quoi consiste le mode d'emploi, en général, ça lui parle, parce que lui, dans son domaine, il a dû utiliser des modes d'emploi. Et puis, il y a un autre truc à comprendre, c'est que pourquoi je dis que la communication est importante et l'influence est importante, c'est parce que moi, ce que j'ai vu constamment dans toutes les entreprises que j'ai visitées, c'est qu'une équipe désorganisée qui s'entend bien, elle réussit toujours mieux qu'une équipe super organisée qui se déteste. Autrement dit, ce qui fait que les choses fonctionnent, après on a le droit d'être super organisé et de bien s'entendre, hein. Mais ce qui fait que les choses fonctionnent, c'est l'entente entre les gens. Et donc ta capacité à les décrypter, à les faire travailler ensemble, à les utiliser à bon escient, ça va être absolument majeur quand tu vas devoir mener des projets. C'est pour ça que j'ai créé la formation CPR, chef de projet relationnel. Moi, mon truc, c'est pas la super organisation, etc. Donc, si tu es chef de projet, je vais te donner des rudiments de la gestion de projet, mais c'est pas une formation classique sur la gestion de projet. C'est plutôt comment booster ta gestion de projet en utilisant le profil 10 de tes collaborateurs. C'est-à-dire que très vite, si dans ton équipe, tu sais quels sont les profils, etc., tu vas comprendre dans la formation comment les utiliser. Par exemple, je te donne un exemple, à telle phase du projet, tu vas plutôt donner le pouvoir à des dominants, parce que c'est un moment où il faut pas trop réfléchir, il faut avancer, mais à telle phase du projet, tu vas te dire, ah non, 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 là, c'est plus les dominants qui ont le pouvoir, c'est plutôt les consciencieux, parce qu'on a un risque, parce qu'il faut être prudent, etc., etc. C'est l'objet de cette formation. Elle est vraiment très importante si tu es chef de projet. Donc, je répète les clés par rapport à la communication. La clé numéro 15, c'est personne ne réussit sans savoir communiquer. La 16, c'est agis sur les comportements, pas sur les pensées. La 17, c'est le charisme n'est pas magique, il s'apprend. Et la 18, c'est les gens ont un mode d'emploi. C'était la barrière, je ne sais pas communiquer. Alors, les barrières suivantes, c'est quoi? Voilà. Tout est flou, j'ai plein de problèmes et ma prison. Donc, on va commencer par tout est flou. Et on va commencer par là. Donc tout est flou, c'est à chaque fois qu'on me dit non mais là je sais plus, mes collaborateurs ils travaillent dans tous les sens et en fait j'ai perdu mon cap. Et effectivement, je vais te parler de 1, 2, 3, 4, 5 clés. La clé 19, c'est sans cap, on ne va nulle part. Ça paraît évident, mais voilà, ça va mieux en le disant. La clé numéro 20, c'est avoir un management par objectif en 3 temps. La clé numéro 21, c'est modéliser tes business. La clé numéro 22, c'est avoir un reporting nudge. Et la clé numéro 23, c'est avoir des outils de décision et d'exécution. Bon, et clé numéro 19, sans cap, on va nulle part. En résumé, moi, les gens que je vois avancer le mieux dans leur vie, dans leurs projets, etc., c'est des gens qui ont un cap très précis, mais qui sont très souples par rapport aux moyens qu'ils vont utiliser pour l'atteindre. J'en ai parlé un petit peu dans le premier épisode de ce podcast.
C'est bien d'avoir des objectifs précis, mais c'est bien d'être souple sur les moyens de les atteindre. Mais le préalable, c'est d'avoir des objectifs précis. Il y a deux choses importantes en management. La première, c'est d'avoir un bon système de management qui organise les relations. C'est ce qu'on voit dans la formation LME, le manager essentiel. Dans LME, le manager essentiel, ce que je vais t'expliquer, c'est comment établir la confiance avec tes collaborateurs, comment réussir à faire des feedbacks pour changer leur comportement et les orienter vers la performance, comment les rendre plus autonomes, comment déléguer des choses que tu veux leur déléguer, et comment finalement devenir le coach de tes collaborateurs. C'est ça que va t'apprendre le manager essentiel. Mais ça suffit pas. C'est hyper important d'avoir ça, c'est la base. Mais la question c'est, oui, mais tout ça, on l'oriente vers quoi? Eh bien, on va l'orienter vers des objectifs. Et c'est pour ça que j'ai une autre formation qui s'appelle Management par objectif, qui met le système de management au service de tes objectifs. La clé numéro 20, c'est d'avoir un management par objectif en 3 temps. Donc, qu'est-ce que je veux dire par en 3 temps? Ce que je veux dire, c'est que en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, tu dois avoir une stratégie. Mais avoir une stratégie, ça suffit pas. Parce que si elle n'est pas exécutée sur le terrain, tu vas être frustré. Donc, cette stratégie, elle doit se décliner en tactique. C'est le deuxième temps du management par objectif. Mais cette tactique, quand elle va se heurter aux réalités du terrain, il va falloir que les gens puissent réagir sans perdre de vue la stratégie et sans perdre de vue la tactique. Et ça, c'est la dimension du terrain. Et en fait, le truc que tu dois réussir, c'est que les trois soient alignés et qu'ils soient timés. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que le temps stratégique, c'est un temps, en général, en entreprise, à 90 jours. C'est le temps du trimestre. La stratégie, c'est plutôt à 30 jours. C'est le temps mensuel. Et le terrain, c'est la semaine. C'est le temps du management. Et donc, ce que je vais t'expliquer dans cette formation, c'est comment articuler les trois et surtout comment faire quand, tout d'un coup, sur le terrain, tu as un obstacle qui semble remettre en question ta stratégie. Parce que le risque, ce serait de dire « Oula, j'ai un obstacle, donc la stratégie n'est pas bonne, je remets en cause la stratégie ». C'est ce que tes collaborateurs vont toujours essayer de faire, ils vont dire « Bah non, c'est trop compliqué ». Et donc, toi, tu vas être confronté à l'idée de te dire « Ouais, mais alors du coup, je persiste dans ma stratégie, même si mes collaborateurs disent que c'est une erreur, ou bien est-ce que je leur dis non, ok, on va changer toute la stratégie, etc. » Parce que si tu changes jamais la stratégie, tu vas dans le mur, parce que le monde change tout le temps, et donc ce qui a été une bonne stratégie maintenant sera une mauvaise stratégie plus tard. Mais en même temps, quelqu'un qui change de stratégie tout le temps, c'est quelqu'un qui fait jamais l'effort nécessaire pour atteindre ses objectifs. Donc tout l'enjeu dans cette formation, et c'est pour ça que je parle de 3 temps, ça va être comment articuler tout ça, comment l'animer, comment être sûr que ta stratégie va être exécutée, et à quel moment se dire, bah non, la stratégie est plus bonne. Et donc, je vais te donner tous les outils pour faire ça et pour l'animer. La clé numéro 21, c'est modéliser tes business. En fait, moi j'aime bien le dire comme ça, idéalement, il faut que tu aies ton business qui tienne dans ta poche. Comme si tu avais un petit carton ou un petit livret que tu avais dans ta poche de ton jean et que tu pouvais, de ton pantalon, que tu pouvais le sortir à chaque fois que tu as besoin de visualiser ton business. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec tous mes business. J'ai créé, alors c'est sur un fichier Excel pour que tu puisses le faire toi aussi, un truc qui réunit les éléments majeurs d'un business. Donc c'est un fichier Excel avec, je sais plus, 6 onglets, je crois, qui sont les 6 domaines que tu dois pouvoir modéliser, écrire pour rendre ton business réel, c'est-à-dire visualisable. C'est quoi les caractéristiques d'un bon modèle de business? Le premier, c'est qu'il soit réel, visualisable comme je viens de le voir. Le deuxième, c'est qu'il soit complet, c'est-à-dire qu'il y ait tous les éléments. Le troisième, c'est qu'il soit accessible en un clic ou dans ta poche, etc. Parce que s'il faut que tu ailles le chercher dans des documents ou dans des livres ou dans des rapports, etc., tu vas jamais le regarder. Quatrièmement, il faut qu'il soit modifiable, c'est-à-dire que tu te dises, tiens,
il est plus comme ça mon business, ou je veux qu'il soit différent. Et donc, si je change cet aspect, par exemple la vision, qu'est-ce que ça change dans le reste? Donc, il faut qu'il soit modifiable, tout en restant cohérent et complet, et puis qu'il soit communicable facilement, c'est-à-dire que tu puisses le montrer à quelqu'un, et la personne qui va regarder le truc va tout de suite dire, OK, je comprends le business. Et donc, elle va pas seulement comprendre ta vision, elle va comprendre comment tu travailles, avec quelle personne, quelle organisation, quel processus, etc. Et donc, c'est important que tu aies ça pour tes business. Sinon, tu vas tout le temps changer d'avis et effectivement, tout sera flou. Donc, avoir un business de poche, ça te permet de résoudre aussi la barrière du tout est flou. La clé 22, c'est d'avoir un reporting nudge. En fait, moi, à un moment, j'en ai eu... en fait, je me suis mis à la place de mes collaborateurs ou de beaucoup de managers ou de collaborateurs dans les entreprises et je me suis dit, c'est quand même pas marrant, quoi. Ils passent leur temps à faire des reportings qui leur apportent rien et en fait qui sont un peu des tue-l'amour. Et d'ailleurs, il y a plein d'études absolument incroyables, moi j'ai vraiment du mal à les croire, où on dit que un cadre, par exemple, il va passer genre 6 heures par jour à regarder ses mails et à faire des reportings. Et je trouve ça dément, parce que pendant ce temps-là, il fait rien, voire il réfléchit pas. Donc, je me suis dit, mais en fait, finalement, le reporting, il doit être utile, effectivement, pour la direction et l'entreprise, mais il doit surtout être utile pour le collaborateur. Et donc, j'ai fait une formation qui s'appelle TBD, tableau de bord dynamique. C'est pas un super nom, en fait. J'aurais peut-être dû appeler ça Reporting Nudge. On changera peut-être le nom, qui va, en fait, te permettre d'aligner, en fait, finalement, les reporting et les indicateurs que tu diffuses dans ton entreprise ou ton équipe sur ton management. Et donc, ce qu'on va créer, c'est du reporting qui est incitatif. Tu sais, nudge, c'est tout ce qui t'incite à faire quelque chose, mais sans te le dire vraiment. Et pour la personne, ça va sembler naturel. Et donc, on va utiliser ce principe du nudge pour que, en fait, finalement, l'indicateur, l'outil censé être un outil de flicage, il devienne au contraire un outil qui aide tes collaborateurs, donc c'est mieux pour eux, et qui les incite, qui les motive, sans que tu aies besoin d'être tout le temps derrière eux. D'ailleurs, on n'a pas le temps là, mais dans un des épisodes, j'avais expliqué comment on avait complètement, à l'aide de ce genre d'outils, transformé la perception de la productivité chez mes magasiniers. Donc, clé numéro 22, avoir un reporting nudge. Clé numéro 23, quand tout est flou, avoir des outils de décision et d'exécution. En tant que manager, en tant que chef d'entreprise, une des choses qu'on te demande, c'est de prendre des décisions. Mais en réalité, d'abord, il faut que tu aies une méthode pour prendre tes décisions, parce que si à chaque fois tu dois réinventer la poudre, tu es jamais sûr que tu as pris la bonne décision. Alors, je vais être clair avec toi, on n'est jamais tout à fait sûr qu'on a pris la bonne décision, mais ce qu'il faut être, c'est tout à fait sûr d'avoir utilisé la bonne méthode déjà pour prendre sa décision. Ensuite, une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est à moi de prendre la décision? Parce que moi, ce que je vais t'inciter à faire, c'est que tu délègues un maximum de décisions à tes collaborateurs tout en gardant le contrôle. Et donc, c'est ce que je t'explique dans une formation qui s'appelle PDE, prise de décision efficace. Je t'explique comment décider efficacement et surtout comment faire décider tes collaborateurs efficacement. Et la dernière chose qu'il faut que tu t'assures par rapport aux décisions, c'est qu'elles soient suivies des faits. C'est-à-dire que tu aies une relation directe entre ta prise de décision et leur exécution. Parce que si tu décides le mieux du monde, mais que les mecs exécutent pas ce que tu dis, bah ça sert absolument à rien ta décision. Et à l'inverse, si tu prends de mauvaises décisions, mais tu as un super système d'exécution, tu vas juste accélérer, tu vas arriver plus vite dans le mur. Donc il faut vraiment un bon lien entre les deux. C'est pour ça que j'ai créé une autre petite formation qui s'appelle ESF, exécution sans faille, qui va te permettre d'exécuter les décisions que tu as prises. Et là-dedans, on va voir comment les annoncer, comment faire avec les gens qui en fait sont pas d'accord avec toi, parce que tu veux pas qu'ils sabotent ta décision, comment les rallier à ta cause. Je te donnerai des techniques pour ça. Et puis après, comment faire pour contrôler que finalement, les gens se dispersent pas et qu'il y a vraiment une cohérence entre ce qui a été décidé et ce qui est exécuté. Donc, ces outils, en fait, ces clés plutôt, et les outils qui vont avec, c'est que des choses qui vont enlever le flou, qui vont permettre la clarté, qui vont permettre de déterminer les objectifs et surtout de faire converger
les efforts de chacun pour exécuter ses objectifs. C'était la barrière numéro 5. La barrière numéro 6, c'est j'ai plein de problèmes. Donc ça aussi, je rencontre souvent, c'est en fait, j'ai pas le temps de réfléchir parce que j'ai plein de problèmes, et puis j'en ai marre, et souvent ce qu'on me dit, c'est incroyable, mes collaborateurs se plaignent tout le temps, etc., etc. Donc je vais te proposer 1, 2, 3, 4, 5 clés, si tu trouves que tu as plein de problèmes. La clé numéro 24, c'est les problèmes sont comme le cholestérol. La clé numéro 25, c'est comment transformer les problèmes en valeur ajoutée. La clé numéro 26, c'est créer des processus au service des hommes et pas l'inverse. La clé numéro 27, c'est réduire la friction relationnelle. Et la clé numéro 28, c'est utiliser l'intelligence collective. Donc, la clé numéro 24, les problèmes sont comme le cholestérol. Il y a les bons problèmes et les mauvais problèmes, comme il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Les bons problèmes, en fait, c'est ceux qui vont te permettre d'amener de la valeur ajoutée. Je voudrais quand même repartir d'un fondamental de l'entreprise, c'est que ton entreprise, si elle existe, c'est parce qu'il y a des problèmes. S'il n'y avait pas de problème, elle n'aurait aucune utilité. Donc, un problème sur le marché, c'est une opportunité. Un problème dans ton entreprise, c'est une opportunité. Il y a vraiment cette clé qu'il faut comprendre. C'est chouette, un problème, on va pouvoir améliorer les choses pour nos clients, pour nous, etc. Ça, c'est les bons problèmes. C'est ceux dont tu peux dire, si je le résous, je vais créer de la valeur ajoutée, ou je vais réduire du gâchis, ou voilà, ça va apporter de la valeur ou enlever de la non-valeur. Par contre, oui, il y a des mauvais problèmes. C'est tous les problèmes qui sont relationnels, qui sont liés à la friction de communication et à la pression interne. Donc, première clé, bien comprendre l'un et l'autre. Bien distinguer l'un et l'autre. Une fois que tu as distingué l'un et l'autre, pour les problèmes, les bons problèmes, je dirais, tu vas utiliser la clé 25, la clé 26. La clé 25, c'est transformer les problèmes en valeur ajoutée. On a créé une formation avec Laurie qui s'appelle PTP, Problem to Performance. On a trouvé que ça faisait mieux en anglais. Pourquoi on a eu besoin de faire ça? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'entreprises qui avaient une méthode de résolution de problèmes, premièrement. Et donc, notre idée, c'était de te donner une méthode de résolution de problèmes super simple, qui tient sur une feuille de papier. Ce qui va permettre aussi, d'ailleurs, si tu es chef d'entreprise et que tu utilises cet outil, d'avoir un tableau où tu auras une visualisation de tous les problèmes qu'on est en train de résoudre, et sur chaque feuille de papier, la manière, les acteurs, etc., etc. Mais on s'est rendu compte d'une autre chose qui est vraiment importante, c'est qu'une des meilleures manières d'augmenter l'engagement et la cohésion de tes équipes, c'est justement de leur faire résoudre des problèmes ensemble. Et c'est pour ça que dans PTP, tu apprends à résoudre des problèmes en les simplifiant, mais surtout à les résoudre ensemble. À chaque fois que tu vas résoudre un problème, non seulement tu vas créer de la valeur ajoutée, c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire que tu vas transformer un problème en valeur, mais en plus tu vas renforcer ton management, tu vas renforcer ta cohésion, et donc tu vas réduire la friction dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la fois tu vas résoudre un bon problème, et à la fois tu vas résoudre un mauvais problème qui est la friction de communication. Clé numéro 26, créer des processus au service des hommes et pas l'inverse. En fait, moi j'ai une loi que j'aime bien, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Faut-il désobéir ?» C'est la loi du 80-20 process héros. En fait, je dis, tu pourrais mettre les entreprises ou les équipes sur une espèce de ligne, et à gauche, tu mettrais les entreprises super processisées, en fait, où tout est prévu et tout est résolu par un process, et les entreprises à droite, où en fait, il n'y a aucun process, et finalement, on est en train en permanence de résoudre des problèmes, et c'est ça aussi qui motive les gens. L'entreprise de gauche, effectivement, elle va être peut-être super efficace, mais elle va démotiver les gens. En tout cas, elle va pas motiver les gens, parce que il y a personne qui est motivé par le fait de dire, bah moi, j'adore mon travail, en fait, dans mon travail, il suffit que je suive une liste de tâches, et puis je coche, et puis je fais, et puis voilà, mon travail est fait. Personne qui est excité par ça, ok? D'autre part, donc ça va pas engager beaucoup les gens, et par ailleurs, ça va être une entreprise qui aura beaucoup de mal à s'adapter, parce que les process sont trop rigides et trop partout,
Et dès qu'il va y avoir quelque chose qui va changer sur le marché, on va toujours essayer de respecter le process alors que le marché est en train de nous dire mais non, le process là, il fonctionne plus. À l'autre extrême, tu as les entreprises où il n'y a pas de processus. C'est-à-dire, là, c'est tout le monde est un héros, tout le monde est en train en permanence de résoudre des problèmes, même les problèmes qui ont été résolus la veille, on les résout d'une façon différente, etc., etc. Donc ces entreprises, en général, au départ, c'est plus motivant parce qu'on se dit ouais, je suis vraiment utile, je règle plein de problèmes, etc. Mais petit à petit, c'est surtout épuisant et on va finir dans un chaos épouvantable et dans un burn-out. Donc je dis, comme je dis souvent, la vérité, elle est au milieu. Elle n'est pas tout à fait au milieu, je pense. Moi, je pense qu'une entreprise ou une équipe qui tourne bien, c'est une entreprise qui résout les problèmes à 80% avec des process, parce que c'est les problèmes classiques qu'on rencontre tout le temps, etc., etc., mais qu'il faut toujours laisser 20% pour que les hommes puissent être des héros, les hommes et les femmes qui travaillent dedans puissent être des héros et puissent résoudre quelque chose qui n'est pas prévu dans le process ou puissent violer le process. Et c'est ça que j'appelle la loi du 80-20 process héros. En fait, il faut que les processus soient au service de tes collaborateurs, c'est-à-dire leur permettre d'avoir un boulot plus simple, mais il faut que tes collaborateurs puissent violer les processus quand c'est nécessaire, et encore mieux, puissent s'approprier les processus. La formation PSP, protocole Smart Process, elle permet ça. Comment faire pour créer des processus avec tes collaborateurs qui leur permettent aussi de prendre le contrôle sur leur processus et de les faire évoluer. Et en faisant ça, c'est la clé 26, tu vas créer des processus au service des hommes et pas l'inverse. La clé numéro 27, c'est de réduire la friction relationnelle. Qu'est-ce que c'est la friction relationnelle ? C'est le coût caché, je le note parce que j'ai oublié de noter, le plus important en entreprise. Le plus important. C'est tous ces moments où dans ta boîte ou dans ton équipe, on se dit « mais non, mais tu m'as pas compris, c'est pas ça que je voulais dire », ou bien un conflit, ou bien « mais ces deux-là, ils s'entendent pas », toutes ces choses-là. Et ce coût caché le plus important de l'entreprise, il est exponentiel. Je ne vais pas faire la démonstration ici. Il est exponentiel avec le nombre de personnes dans l'entreprise. C'est-à-dire que, je vais le dire simplement, mais tu vois, ça paraît évident. Quand on est 3 dans une boîte, on a peu de friction relationnelle. Quand on est 20, on a une énorme friction relationnelle si on n'organise pas le management. Et donc, évidemment, mon conseil, c'est d'avoir un système de management qui réduise la friction. Et le système de management qui réduit la friction tout en prenant peu de temps, 10% du temps des managers, c'est le manager essentiel. Je radote un peu, mais voilà. En fait, la friction relationnelle, là, pour le coup, c'est un mauvais problème. C'est pas un problème intéressant. Donc, tu dois vraiment avoir un système qui te permet de le réduire. Et ça veut dire que tu peux pas avoir la même structure managériale, la même organisation quand tu es à 3 et quand tu es à 25. Et donc, si tu as une équipe et que tu es un manager, tu dois avoir un système pour exploiter au mieux les relations entre les personnes. Et puis, il y a une 28e clé qui est d'utiliser l'intelligence collective. Et ça, moi, c'est un sujet que je connaissais pas bien. Je dirais même que je trouvais peut-être un peu pipeau, voilà. Ça va pas plaire à Olivier, ce que je suis en train de dire. Mais depuis, en fait, je me suis soigné, je me suis rendu compte que l'intelligence collective, c'est un superbe outil, non seulement pour créer de la valeur ajoutée dans une entreprise, mais aussi pour engager les collaborateurs. L'intelligence collective, c'est le principe de dire qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs qu'individuellement. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif. Et donc, avec Olivier Margerand, qui est un spécialiste de ce domaine-là, on a créé une formation qui s'appelle IMAX. Alors, on va pas faire de toi un super spécialiste de l'intelligence collective, parce qu'en fait, devenir très très bon en intelligence collective, c'est simple, c'est qu'il faut pratiquer. Si tu pratiques pas, tu seras pas bon. Mais pour pouvoir pratiquer,
il faut des outils, des petits outils que tu vas intégrer dans tes réunions, dans ton management, dans le quotidien de ton équipe pour amener cette notion d'intelligence collective. Donc ce qu'on a vraiment essayé de faire dans cette formation qui a cartonné, c'est vraiment d'introduire l'intelligence collective par dose homéopathique et petit à petit de te faire progresser dans les outils. Donc c'est vraiment une formation où tu vas avoir un outil selon chaque cas de figure, mais un outil simple à mettre en place. Moi, ce que je voulais, c'est que ce soit simple, que ce soit pas pipeau, que ce soit vraiment avec du concret que tu vas pouvoir appliquer à chacune ou à quelques-unes de tes réunions. On arrive... Oula, c'est une mouche qui s'est posée sur la caméra. On arrive à la 7e barrière, et en fait, la plus grande barrière, finalement, qui existe, c'est la prison que tu t'es créée toi-même. Et cette dernière barrière, elle va peut-être s'adresser un peu plus aux dirigeants qu'aux managers de petites équipes. Alors, c'est quoi un dirigeant dans ma tête? C'est un chef d'entreprise ou un manager, mais un manager qui a vraiment une forte liberté et une forte autonomie dans la gestion de son centre de profit ou de son entreprise. En fait, la plus grande prison que tu puisses te créer, c'est ton entreprise. Et moi, je connais plein de chefs d'entreprise qui, en fait, ont démarré ce métier-là pour avoir plus de liberté et qui se retrouvent prisonniers du quotidien. Et donc, j'ai créé une formation qui s'appelle l'entrepreneur libéré, LEL. Et dans cette formation, en fait, on va vraiment apprendre à se rendre indépendant de notre entreprise. Parce que pour retrouver, je dirais, de l'enthousiasme, eh bien, il faut arrêter de travailler dans son entreprise et il faut travailler sur son entreprise, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, je te propose 1, 2, 3, 4 clés. La clé numéro 29, c'est être absent. La clé numéro 30, c'est avoir un système de management qui te prend 10% de ton temps. La clé numéro 31, c'est de créer des actifs synergiques et indépendants. Et la clé numéro 32, c'est de tendre vers l'antifragilité. Donc, être absent, c'est ce qu'on va apprendre à faire dans la première partie de l'entrepreneur libéré. C'est quoi être absent? C'est utiliser ce que j'appelle un agenda inversé. Actuellement, dans ton agenda, il est dit qu'a priori, tous les jours, tu es dans ton entreprise. Et que ce que tu mets dans ton agenda, c'est plutôt tes absences. Ben non, je serai pas là vendredi parce que j'ai ça, etc., etc. Moi, ce qui a été déterminant dans ma manière de gérer mes entreprises, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire de dire, s'il n'y a rien dans mon agenda, c'est que je suis absent. Donc mes collaborateurs ont eu du mal au départ avec ça. Et en fait, finalement, dans mon agenda, j'ai des rendez-vous que je prends dans mon entreprise. Tu vois, c'est la première étape de l'agenda inversé. Et donc, dans cette première partie, on va apprendre à être absent, mais évidemment être absent sans que tout s'écroule. Parce que si tout d'un coup... Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Souvent, le mec qui en a marre, il va finir par prendre de plus en plus d'obligations en dehors du boulot, peut-être des mandats ou des choses comme ça, et il va laisser ses collaborateurs tout seuls sans avoir mis en place de système de management qui va lui permettre justement d'être plus absent. La clé numéro 30, c'est donc d'avoir un système de management, celui qui est proposé dans le manager essentiel, pour que tu sois certain que les choses se passent bien dans ton entreprise sans y consacrer plus de 10% de ton temps. C'est à travers le système, le manager essentiel. Donc là, tu as vraiment deux possibilités, je vais ajouter l'autre, c'est soit tu mets en place un système de management toi-même, soit tu utilises notre formation bras droit gagnant pour déléguer le management. Quand tu délègues le management, en fait, il te reste quand même une personne à manager, c'est la personne qui s'occupe du management dans ton entreprise. Et donc, pour ça, il faut une méthode. Ça, c'est la clé 30. Tu es absent, ok, clé 29, mais en fait, tu as un système de management qui te prend 10% de ton temps. Donc là, ici, tu es quand même dans une situation où tu es beaucoup moins pris par le quotidien de ton entreprise ou de ton équipe, et donc tu vas pouvoir te consacrer au travail sur ton entreprise. Et donc, ce que je te conseille de faire, c'est ma clé 31, c'est créer des actifs synergiques et indépendants. C'est quoi un actif ?
c'est quelque chose qui produit de la valeur, même quand tu n'es pas là, et qui va continuer à en produire à l'avenir sans que tu sois là. Donc un actif, c'est quelque chose qui se crée, qui s'achète, qui se vend et qui produit de la valeur. Une entreprise, par exemple, c'est un actif. Mais à l'intérieur de ton entreprise, tu peux avoir, je sais pas, un brevet. Un brevet, c'est un actif. Ça continue à créer de la valeur, etc. Et donc, pour moi, pour sortir de ta prison, il faut absolument que tu crées des actifs synergiques et indépendants. Et donc, c'est l'étape numéro 2, la libération numéro 2 dans l'entrepreneur libéré. On voit comment on peut créer ces actifs. Et en fait, ces actifs, c'est intéressant qu'ils soient indépendants, parce que si jamais il y en a un qui tombe, les autres continuent à produire de la valeur. Donc, ta galaxie d'actifs, elle est plus pérenne si elle est diversifiée. Mais c'est intéressant aussi qu'ils soient synergiques, parce que du coup, ils sont plus puissants que s'ils étaient tout seuls. Je vais te donner un exemple, parce qu'un actif, c'est pas forcément une entreprise. Par exemple, l'entreprise outil du manager, elle a des actifs à l'intérieur. Par exemple, le podcast, c'est un actif. Il peut fonctionner tout seul, mais il est intéressant, parce qu'en écoutant ce podcast, tu vas avoir envie de cliquer sur le lien en descriptif pour faire des formations, et donc tu vas arriver sur mon deuxième actif qui est mon catalogue de formation. Et puis après on a un club d'entrepreneurs, c'est un autre actif. Et puis après on a du business to business. Et toutes ces choses-là, quand il y en a une qui fonctionne moins bien, ben, les autres prennent le relais, mais elles sont aussi reliées et elles fonctionnent mieux quand elles sont ensemble, mais elles pourraient fonctionner indépendamment. Donc c'est la clé numéro 31, créer des actifs synergiques et indépendants. Et je le dis quand même au passage, si tu construis tes entreprises de cette manière-là, et quand je dis indépendant, c'est indépendant aussi de ta puissance de travail, c'est des choses que plus tard, tu pourras vendre. T'es pas obligé de construire ta société en disant je vais la vendre demain. Par contre, c'est sûr, ça va arriver un jour. Et ce que tu as envie quand tu vendras d'abord, c'est que ça ait de la valeur future parce que tu le vendras mieux, mais surtout que ça s'écroule pas quand tu t'en vas, sinon ça va être très difficile à vivre. Et puis, clé 32, tendre vers l'antifragilité. C'est la troisième libération dans la formation L'entrepreneur libéré. L'antifragilité, c'est un concept qui a été développé par Nassim Taleb, dont je parle souvent. Et donc, c'est quoi l'antifragilité? Finalement, eh bien, c'est tout ce qui te permet de tirer profit des crises. C'est-à-dire que si tu fais une ligne comme ça, puis que je te mets à gauche fragile et que je te dis, c'est quoi de l'autre côté sur la ligne? Qu'est-ce que c'est l'inverse de fragile? Tu vas me dire, bah robuste. Et en fait, non. Fragile, c'est là, robuste, c'est là, et antifragile, c'est au-delà. Pourquoi? Ce qui est fragile, c'est quelque chose, quand il tombe, qui se casse quand il tombe. Ce qui est robuste, c'est quelque chose qui ne change pas de forme quand il tombe. Ce qui est antifragile, c'est quelque chose qui profite de la chute pour se renforcer. Et ton entreprise, elle doit ni être fragile, parce qu'elle va être menacée, on en a parlé quand on a parlé des one-man shows, ni être trop solide, parce qu'en fait, dès qu'il va y avoir un choc, elle va pas s'adapter, et donc les chocs vont devenir de plus en plus importantes, et finalement, elle va devenir fragile par rapport à son environnement. C'est quelque chose qui n'arrive pas à s'adapter. C'est une entreprise où il y aurait trop de process. Et donc, ce qui est antifragile, c'est une manière de créer ton entreprise pour qu'elle s'adapte en permanence au choc. C'est ce qu'on voit dans la dernière partie, donc, de l'entrepreneur libéré. Voilà, on est au bout de ce deuxième épisode. Si tu veux en savoir plus, si tu veux bénéficier de la promo, si on est encore pendant le temps de promo, ou simplement récupérer par écrit et étaler sur une semaine tout ce qu'on s'est dit, eh bien, il suffit que tu suives le lien en descriptif. Je te dis à bientôt et je te remercie pour ton attention.